BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together. Nous allons parler d'un sujet tabou. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va parler de la mise au placard des salariés et on ne va pas parler que des vieux. Je le dis avec des mots un peu familiers parce qu'on va mettre les pieds dans le plat dans cette séquence avec Franck Morel. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Flichy Granger Avocats, avec nous pour parler de ce tabou français, peut-être pas que, mais en tout cas chez nous, dans les entreprises, on ne parle pas assez de ce phénomène de placardisation et vous l'avez mesuré. Absolument. J'ai voulu mesurer ce phénomène parce que j'ai constaté effectivement en recherchant un certain nombre de données sur Internet qu'il y avait très peu de données, quasiment pas, et que c'était un sujet dont on ne parlait pas. C'est un sujet dont on ne parle pas et pourtant qu'un certain nombre de personnes vivent. Alors d'abord, j'ai voulu le définir. C'est quoi être mis au placard, c'est quoi la placardisation? Et pour définir ce phénomène, j'ai trouvé 5 paramètres qui permettent d'identifier une telle situation. Le premier paramètre, bien évidemment, c'est une charge de travail quasi nulle. Le deuxième paramètre, c'est l'absence de sens des tâches qui sont données, des tâches inutiles. Le troisième, c'est un retrait du collectif de travail. Le quatrième, c'est une hiérarchie qui ne se préoccupe pas véritablement de l'intéressé. Et le cinquième, c'est en lien aussi avec le sens des tâches et l'objet des tâches qui sont données. Voilà. Et donc avec ces 5 paramètres, ces 5 critères, eh bien, dans le cadre de la note que j'ai faite pour l'Institut Montaigne sur l'emploi des seniors, il y avait un sondage qui était fait par l'Institut Kantar pour essayer de mesurer le rapport au travail d'un certain nombre d'acteurs. Et on a glissé des questions. Et à travers ces questions, on a pu mesurer, évaluer le phénomène de la mise au placard. Alors les chiffres sont assez impressionnant puisque le nombre de personnes qui résultent de cette enquête que l'on pourrait qualifier de placardisées avec ces 5 critères s'élève à 200 000 personnes. 200 000 actifs. 200 000 actifs, absolument. Et le coût induit pour l'économie française, c'est-à-dire pour les entreprises, pour l'ensemble de l'économie française, principalement fondée sur la rémunération de ces personnes, avec les charges sociales, mais aussi sur l'impact en termes d'arrêt maladie, notamment, ça dépasse 10 milliards. Ça dépasse 10 milliards d'euros par an. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et donc voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'on a posé ça sur la table, on se rend compte de l'ampleur du phénomène et de la nécessité d'en parler. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une première surprise, effectivement, dans l'étude, puisque j'ai fait cette démarche dans le cadre d'une étude sur l'emploi des seniors. Ça ne concerne pas que les seniors. Loin s'en faut. Ça concerne toutes les classes d'âge. Ça concerne toutes les classes d'âge et ça concerne tous les types d'entreprises et tous les niveaux d'emploi. Ça ne concerne pas que les cadres des grosses entreprises, pour dire les choses de manière un peu simpliste. C'est un phénomène assez large et la première réponse, à mon avis, qui me semble indispensable sur ce sujet, c'est déjà de briser le tabou. On va essayer de faire un petit peu. Voilà, c'est ce que vous essayez de faire, c'est absolument, il faut briser le tabou, il faut ne pas avoir peur d'évoquer le sujet, de le nommer et sans être, je dirais, une formule magique vers la solution, c'est déjà un début de progression vers la solution. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a une caisse à outils? Alors, il y a aussi, dans la caisse à outils, et là, ça concerne plus particulièrement les seniors, la nécessité de disposer d'outils pour gérer les fins de carrière. Une carrière, elle n'est pas forcément toujours ascendante. Elle peut, à un moment donné, plafonner, et on peut se poser la question, à un moment donné, de l'adéquation des compétences de l'intéressé par rapport à l'organisation. Eh bien, il faut des outils pour gérer ça. Alors, on a posé la question dans le sondage Kantar, il y avait 15% des personnes qui étaient prêtes, justement, en fin de carrière, à être sur un job un peu moins payé ou à temps partiel. Il y a Chance, qui est un organisme de bilan de compétences, qui a fait une enquête, qui a posé la question aux plus de 50 ans. Il y a 25% des plus de 50 ans qui sont prêts à être sur un job moins bien payé, s'il est mieux en ligne, s'il est plus en ligne avec leurs valeurs, avec leurs préoccupations. Donc tout ça, effectivement, il faut le prendre en considération et il faut des outils. Alors je propose, entre autres choses, dans cette note sur l'emploi des seniors, la possibilité de signer des conventions de fin de carrière, des sortes de deals, si vous voulez, de deals avec l'intéressé pour dire, eh ben, on garde l'intéressé, on le met sur un autre job et on prend l'engagement de le garder un certain temps avec des compensations qui sont organisées. Un CDD de fin de carrière. Voilà, un système de fin de carrière, effectivement, permettant de garder l'intéressé
en versant l'indemnité de licenciement, mais pour garder l'intéressé, et avec une compensation, effectivement, du coup, pour la baisse de rémunération qui peut en résulter. Voilà, un certain nombre de propositions qui peuvent être regardées, qui peuvent être analysées. Hein. On a aussi le temps partiel de fin de carrière, qui peut être aussi une réponse dans ce type de situation. Je vais vous soumettre une autre idée d'une auditrice. Il s'agit de Delphine qui m'a écrit par email, et elle développe une idée. Elle dit, et si on développait l'alternance pour les seniors, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de reculer l'âge de la retraite, etc. Mais quelque part, il faudrait un outil pour pouvoir faire ça. Est-ce que l'alternance pourrait être... Alors, je ne sais pas si l'outil est l'alternance, mais ce qui est certain, c'est qu'on a un déficit d'accès à la formation pour les seniors. Et ça, il faut effectivement lutter contre ça. On est très en retard par rapport notamment aux pays nordiques, qui, comme souvent en matière sociale, sont assez exemplaires en la matière. Et le besoin de formation pour les seniors, c'est plutôt des formations lourdes de reconversion. Et donc, c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Et donc, il faut flécher un certain nombre de moyens assez massifs pour organiser ces formations lourdes de reconversion. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans la note que j'évoquais tout à l'heure, je propose de déplafonner le compte personnel de formation dès lors qu'on a un abondement pour les salariés au-delà d'un certain âge, précisément pour permettre l'accès à ces formations lourdes de reconversion. Donc, formation, effectivement, pour les seniors, l'enjeu est essentiel. Je vous cite Gilles Gatto, le directeur de l'APEC, qui dit que les seniors sont une réserve de compétences pour les entreprises. Mais en même temps, je reprends Delphine, notre auditrice, qui nous dit « Tant que les mentalités ne changeront pas, on n'y arrivera pas ». Il n'y a pas un problème de vocabulaire avec ce mot « senior » dans lequel on met tout et un peu n'importe quoi. Je rappelle qu'au sens de Pôle emploi, on est senior à 45 ans. Est-ce que le premier travail, c'est pas un travail quelque part psychologique et d'arriver à donner d'autres mots que senior? Oui, c'est un travail psychologique, effectivement. Je ne sais pas si c'est un travail uniquement fondé sur les mots. C'est surtout un travail qui est fondé sur la reconnaissance de l'apport des seniors à l'entreprise, à la société, et puis la bonne gestion des âges. Et puis cesser de considérer qu'au-delà d'un certain âge, ce qui est le plus important, c'est de regarder de quelle manière on peut commencer à organiser le départ de l'intéressé. On a rompu. On a mis longtemps à le faire, mais on a rompu avec les systèmes de pré-retraite aidés. En 2011 a été supprimé le dernier système dans la loi de pré-retraite qui était encouragé fiscalement. On a rompu avec ça, mais il en reste encore quelque chose. Et donc, il est nécessaire de lutter contre ça, de favoriser l'emploi des seniors. Alors, le verre se remplit, puisque en 20 ans, le taux d'emploi des seniors en France, il a pris plus 20 points. Donc c'est plutôt bien. Le verre se remplit, mais si on compare ce verre aux autres pays européens, en revanche, on est en retard. Et on est en retard surtout sur la tranche la plus âgée, c'est-à-dire sur la tranche 60-65 ans, où là, on est à 33% à peu près de taux d'emploi. On est très en deçà de la moyenne européenne. Donc il faut favoriser le maintien en emploi des seniors. Il faut avoir des outils pour ça. On a parlé de la formation. Il faut supprimer tous les systèmes qui peuvent exister de valorisation de retrait précoce, effectivement, du marché du travail. Et notamment dans les mécanismes d'assurance chômage, vous avez des systèmes qui peuvent avoir des effets un peu d'appel d'air, des effets pervers en ce sens. Voilà. Et donc, je crois que le succès aussi, la recherche du succès en matière d'emploi de seniors, c'est d'agir sur tous les leviers. C'est comme ça qu'on agira aussi sur la question des représentations, de l'aspect culturel. On actionne tous les leviers. Le levier conditions de travail, le levier formation, le levier règles d'assurance chômage, le levier organisation du travail, etc., etc. Il faut agir sur tous les leviers. On est en pleine réforme des retraites, ou en tout cas tentative de réforme des retraites. Je précise qu'on enregistre mi-décembre 2022. Je voudrais vous faire réagir pour conclure sur un extrait du livre de Thierry Legrand qui a écrit « Réformer les retraites, une crispation française ». Il écrit dans son livre « Exiger toujours plus d'années de travail n'est pas compatible avec les pratiques des entreprises qui précipitent le départ des salariés seniors ». Les gens qui nous écoutent et qui nous regardent sont ces acteurs de l'entreprise. Qu'est-ce que l'avocat que vous êtes peut faire passer comme message pour conclure cette séquence? Mais je suis complètement d'accord avec cette affirmation. Du reste, quand vous regardez les courbes
de rupture conventionnelle plus licenciement par âge, vous vous rendez compte qu'il existe un pic de rupture à 59 ans. Pourquoi? Parce qu'on a notamment un mécanisme d'assurance chômage qui permet de rester indemnisé pendant 3 ans, puis ensuite pendant 5 ans de plus, jusqu'à avoir atteint ses droits complets à retraite. Et donc ça crée un appel d'air. Ça crée un appel d'air et ça crée une optimisation, un besoin d'optimisation de la part tant des entreprises que des salariés. Ça, il faut le changer. Il faut le changer en réformant le système pour éviter cet appel d'air et en donnant, à l'inverse, des incitations pour garder les intéressés. C'est pour ça, par exemple, que les conventions de fin de carrière peuvent être une telle incitation. Mais également des contrats spécifiques pour permettre d'embaucher les seniors. Moi, je pense qu'il faut rénover le CDD senior, par exemple. Le CDD senior est très peu utilisé, très sous-utilisé. Il faut le rénover, il faut le rendre beaucoup plus attractif avec des contrats de plus longue durée, potentiellement, avec des aides aussi à l'embauche qui pourraient exister. Et voilà, le CDD senior, c'est peut-être un format qui aurait plu à un autre de nos auditeurs. Je vous cite Patrick, il a 55 ans, il est sans emploi depuis 1 an, il a 30 ans d'expérience dans la vente et le management, et il m'écrit « Je suis chasseur d'emploi, prêt à payer pour trouver un travail ». Il dit même « Pour l'entreprise qui me recrute en direct, j'offre 2 mois à l'essai gratuit pour démontrer mes compétences sur un CDI, même si c'est illégal ». C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. On traitera à nouveau ce thème, évidemment, qui est essentiel à notre économie. Merci beaucoup, Franck Morel. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Flichy Granger.